La nuit, dans le camp de prisonnières françaises, n'était pas un moment de repos, mais une veille constante, un sommeil léger et hanté par des cauchemars bien réels ou imaginaires. Mais à cette aube glaciale, le silence tendu fut brisé par quelque chose de beaucoup plus palpable. Des cris, des ordres brutaux, donnés dans une langue étrangère et cinglante, résonnaient à travers les baraquements, arrachant des centaines de femmes à leur paillasse de fortune. La panique éclata comme une vague, une marée de peur et de confusion se propageant de femme à femme, de cœur à cœur. Personne ne savait ce qui se passait. Il n'y avait pas de temps pour les questions, seulement pour l'obéissance forcée. La hâte des gardes était inhabituelle. Leurs visages, habituellement marqués par un ennui cruel, affichaient à présent une tension fébrile. Ils n'étaient pas seulement en train d'exécuter des ordres. Ils semblaient faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui les rendait aussi nerveux que les prisonnières. L'air glacial de l'aube n'était rien comparé au froid qui leur montait le long de l'échine, le pressentiment que la routine brutale de leur captivité était sur le point d'être remplacée par quelque chose d'encore plus sombre. Au milieu de la foule effrayée, Marie, une femme d'une trentaine d'années, dont les yeux avaient déjà été témoins de trop d'horreur, tentait de garder son calme. Sa silhouette, bien que mince, dégageait une force silencieuse, une résilience qui en faisait un point d'ancrage pour les autres. Elle était la leader naturelle, celle qui cherchait toujours une logique, un sens, même lorsque le monde s'écroulait autour d'elle. Ses lèvres, auparavant serrées, tremblaient légèrement à présent, un signe presque imperceptible de la lutte interne pour contenir la terreur qui l'envahissait. Elle regardait autour d'elle, essayant de déchiffrer le regard des gardes, cherchant le moindre indice sur le destin qui les attendait. À ses côtés, Élodie, qui avait à peine 20 ans, se recroquevillait, les bras serrant son propre corps comme pour se protéger de l'inévitable. Ses larmes silencieuses coulaient sur un visage poussiéreux et marqué par la faim. Dans ses yeux jeunes habitait encore une obstinée espérance, une croyance presque enfantine que la bonté existait toujours, quelque part. Elle murmurait des prières, non pas pour elle-même, mais pour que la cruauté cesse, pour que cette nuit ne soit qu'un autre cauchemar dont on se réveillerait. L'innocence de son regard contrastait douloureusement avec la brutalité de l'environnement. Plus à l'écart, adossée au mur froid en bois, se tenait Colette. Ses 40 ans lui avaient donné une sagesse amère, un cynisme forgé dans les fournaises de la guerre et de la captivité. Elle observait l'agitation avec un regard de dédain, presque de lassitude. Il n'y avait aucune espérance dans ses yeux, seulement la résignation de celle qui en avait déjà assez vu pour savoir que le pire pouvait toujours empirer. « À quoi bon pleurer ?» semblait-elle penser. « Le destin est déjà tracé et aucune larme ne le changera. » Pour Colette, la seule surprise serait que quelque chose de bien arrive. Sans le temps de dire adieu à quoi que ce soit, pas même à leurs quelques et misérables possessions, elles furent poussées hors des baraquements. L'air glacé de l'aube fouettait leurs visages, mais c'était l'obscurité qui les enveloppait, une obscurité qui semblait aspirer jusqu'au son de leurs propres pas. Sous la mire impitoyable des baïonnettes et les aboiements féroces des chiens de garde, elles furent forcées de marcher. Où? Personne ne le savait. Aucune explication ne fut donnée, seulement des bousculades, des cris et la menace constante de la violence. Et puis elle apparut, pas soudainement mais comme une présence insidieuse qui s'épaississait à chaque pas, le brouillard. Une masse blanche et impénétrable qui descendait des collines et embrassait le camp, engloutissant les arbres, les silhouettes et finalement la vue elle-même. Le brouillard n'était pas seulement un phénomène climatique, c'était un voile, un rideau épais qui séparait le connu de l'effrayant, le présent de l'avenir incertain. Il volait la visibilité, la direction, la certitude. Chaque femme devenait une ombre, un fantôme dans un monde d'oppressante blancheur. La désorientation était totale. Les pas résonnaient de manière étouffée. Les voix des gardes, auparavant claires et menaçantes, semblaient maintenant déformées, venant de nulle part et de partout à la fois. Marie essayait de maintenir la formation, tendant la main pour sentir la présence d'Élodie, qui tremblait à ses côtés. Colette, quant à elle, plissait les yeux, comme si le brouillard pouvait être dissipé par la force de son incrédulité. Le silence de la marche n'était brisé que par le grincement de la terre sous les pieds, la toux occasionnelle d'une prisonnière malade et les ordres secs et brutaux des gardes, qui semblaient encore plus fantomatiques dans ce paysage désolé. À chaque mètre parcouru, le mystère s'épaississait. Le brouillard, froid et humide, pénétrait les vêtements fins, les os, mais c'était le froid dans l'âme qui les tourmentait le plus. Un transfert? Pour aller où?
Et pourquoi tant de hâte, tant de secrets, tant de brouillard? L'esprit humain, même sous le joug de la peur, cherche des explications, des schémas, une logique. Mais là, dans ce scénario surréaliste, il n'y avait pas de logique. Seulement l'imposition d'un chemin inconnu. Un destin caché par un rideau blanc et sinistre. Des heures s'écoulèrent, ou peut-être n'étaient-ce que des minutes qui s'étiraient en une éternité torturante. Le temps, comme le paysage, s'était dissous dans le brouillard. L'épuisement commença à se faire sentir. Jambes lourdes, pieds douloureux, esprit embrumé. Certaines tombaient, rapidement relevées par un coup de pied ou une crosse de fusil. La compassion était un luxe que les gardes ne possédaient pas, et la solidarité entre les prisonnières était un fil ténu, toujours sur le point de se rompre sous la pression de la peur et de l'instinct de survie. Marie observait ses compagnes, chaque visage étant une étude de désespoir et de fatigue. Elle savait qu'elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais pour Élodie, pour Colette, pour elles toutes. Mais le doute la rongeait de l'intérieur. Cette marche n'était pas ordinaire. Il y avait quelque chose d'intrinsèquement faux, quelque chose qui ne correspondait pas à la routine brutale de la captivité. Les gardes, généralement prévisibles dans leur cruauté, semblaient eux-mêmes tendus, leurs chuchotements étouffés par le brouillard, leurs mouvements plus brusques et nerveux. Élodie, la voix étranglée, agrippa le bras de Marie. « Tu crois que c'est un échange, Marie? Un nouveau camp, peut-être ?» La question, pleine d'une espérance presque enfantine, brisa le cœur de Marie. Elle voulait y croire, voulait offrir un peu de réconfort, mais la vérité était un mur d'incertitude. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit-elle la voix rauque. « Je sais juste que nous devons continuer. » Colette, qui entendit la conversation, laissa échapper un rire sec et sans humour. « Un échange? Pourquoi faire? Pour nous emmener pique-niquer? Réveille-toi, gamine. Ce n'est pas un échange, c'est quelque chose de pire. C'est toujours le cas. » La vérité de Colette, crue et sans fioriture, planait dans l'air humide du brouillard, étouffant tout reste d'espérance qu'Élodie essayait encore d'allumer. La marche s'éternisait, une procession fantomatique de femmes épuisées. Chaque pas était une bataille contre la fatigue qui rongeait les os, contre la faim qui tordait l'estomac et la soif qui écorchait la gorge. Les gardes, auparavant simplement cruels, semblaient maintenant possédés par une fureur croissante. Leurs cris étaient les plus stridents, les bousculades plus violentes, les baïonnettes plus affûtées et menaçantes. Toute femme qui tombait, ne serait-ce que pour une seconde de faiblesse, était relevée d'un coup de pied ou traînée sans pitié, comme un sac de pommes de terre. Le stress du voyage commença à fissurer la mince solidarité entre les prisonnières. Des chuchotements de désespoir se transformaient en piques, de petites disputes sur le rythme, sur un accrochage involontaire dans l'obscurité. « Dépêche-toi, espèce de limace !» grommelait quelqu'un, la voix chargée d'irritation, non pas de méchanceté intrinsèque, mais de l'épuisement qui transformait tout le monde en être moins humain. Marie essayait d'intervenir, par un regard, un geste apaisant, mais même sa force semblait diminuer à chaque mètre parcouru. Le brouillard implacable continuait à les envelopper, un linceul blanc qui empêchait tout aperçu du monde extérieur. Il n'y avait ni étoile, ni lune, juste le blanc oppressant qui les faisait se sentir encore plus emprisonnés, comme si elles marchaient vers nulle part dans un éternel limbe. C'est alors que les premiers signes de quelque chose de différent commencèrent à apparaître. Marie, avec son attention aiguisée, remarqua que la route ne lui semblait pas familière. Il n'y avait pas les marques des arbres coupés, ni les fossés de drainage qu'elle se souvenait avoir vus près du camp. C'était un paysage étrange, inconnu, même sous le voile du brouillard. Les gardes, toujours vigilants, semblaient encore plus tendus. Ils échangeaient des regards rapides, presque furtifs, et les chuchotements entre eux, dans une langue que Marie ne comprenait pas, étaient plus fréquents et chargés d'une urgence qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Colette, avec son cynisme perspicace, le remarqua aussi. « Ils sont plus nerveux que des rats dans une étable », murmura-t-elle à Marie, la voix basse pour ne pas être entendue. « Il y a quelque chose de gros qui se passe, Marie. Ce n'est pas juste un changement de camp, non. » Élodie, agrippée à la main de Marie, ressentait la peur glaciale de Colette, mais essayait toujours de s'accrocher à un brin d'espérance. « Peut-être que c'est pour un endroit meilleur, Marie. Avec de la vraie nourriture, peut-être, » chuchotait-elle, la voix brisée par la toux sèche. Mais même elle sentait les doutes grandir, comme des mauvaises herbes dans l'esprit. Les gardes ne semblaient pas les emmener vers un endroit meilleur. La brutalité ne faisait qu'augmenter, et la route qui semblait les mener vers le milieu de nulle part n'inspirait aucune confiance.
L'espérance d'un simple transfert, d'un simple ajustement dans la routine de leur captivité, commença à s'évanouir comme le brouillard qui, par moments, se faisait un peu moins dense, juste pour se refermer à nouveau, engloutissant tout aperçu de clarté. Des rumeurs commencèrent à se répandre, chuchotées de bouche à oreille comme un poison lent. « J'ai entendu dire que c'est un camp d'extermination », dit une femme, les yeux écarquillés d'horreur. « Non, c'est pour le travail forcé », corrigea une autre. « Pour les usines de munitions, jusqu'à ce qu'elles tombent mortes. » La panique s'installa, une peur viscérale qui transformait les femmes en ombres titubantes, chacune luttant contre ses propres démons. Des conflits moraux surgissaient à chaque pas. Lorsqu'une compagne plus faible tombait et implorait de l'aide, le dilemme était cruel. Tendre la main et risquer un coup des gardes, ou se concentrer sur sa propre survie, sur son propre souffle qui faiblissait. Marie vit des moments de solidarité émouvante, des femmes partageant la dernière gorgée d'eau ou aidant à porter une amie, mais elle fut aussi témoin d'accès d'égoïsme, de bousculades brutales pour garantir une place moins exposée, un moment de répit. L'humanité, sous la pression de la déshumanisation, était un spectre complexe. Lors d'une des rares fois où le brouillard s'ouvrit brièvement, révélant une clairière désolée, Marie trébucha sur quelque chose. Ce n'était ni une pierre, ni une branche. Ses doigts effleurèrent un morceau de papier mouillé et déchiré. Elle le ramassa instinctivement, le cachant dans sa main avant que les gardes ne le remarquent. Plus tard, sous la protection du brouillard et du silence, elle l'examina. C'était une carte, ou ce qu'il en restait, déchirée, sale, mais avec quelques marquages étranges qui ne correspondaient à aucune carte de camp de prisonniers qu'elle avait jamais vue. Il y avait des symboles, des chiffres et ce qui semblait être une route, mais pas une route vers un camp ordinaire. Cela intensifia le mystère, une preuve tangible que la situation était beaucoup plus complexe qu'un simple transfert. Colette, regardant par-dessus l'épaule de Marie, fronça les sourcils. « Ce n'est pas le travail de militaires ordinaires, Marie. Ça ressemble à un truc d'ingénieur ou je ne sais pas, de quelqu'un qui travaille dans des souterrains. » Le suspense s'intensifia à chaque mètre. Le brouillard, par moments, s'ouvrait brièvement comme un rideau déchiré, révélant des paysages désolés, des arbres tordus, des ruines de bâtiments qui semblaient abandonnés depuis des siècles. À un autre moment, une silhouette distante d'une structure métallique, imposante et effrayante, se détacha à l'horizon, seulement pour être engloutie à nouveau par la blancheur oppressante. Les femmes se regardaient, la peur devenant une présence presque physique. Qu'était-ce que c'était? Où était-elle emmenée? À chaque aperçu, l'horreur s'épaississait. La vérité semblait guetter derrière le voile, mais ne se révélait jamais complètement. Puis, après ce qui sembla une éternité, le brouillard commença à se dissiper de manière plus constante. Lentement, comme un voile que l'on tire, le monde autour commença à prendre des contours. Le soulagement initial qui parcourut les rangs des prisonnières fut presque palpable. « Dieu merci !» murmura Élodie, une larme d'espérance coulant sur son visage. Mais le soulagement ne dura qu'un instant, étant rapidement remplacé par une horreur croissante, un choc qui paralysa les cœurs. Elle n'arrivait pas à un autre camp de prisonniers. Il n'y avait pas de baraquement familier, ni de clôture de barbelés qu'elle connaissait bien. Pas même les fours crématoires d'un camp d'extermination évident, qui, aussi terrifiants qu'ils fussent, était une destination connue dans cet enfer. Au lieu de cela, le brouillard révéla une installation secrète et macabre. Ce n'était pas un camp, mais un complexe imposant, de béton et de métal, sombre et menaçant. De hautes tours de guet, non pas comme celles qui gardèrent les prisonniers, mais comme celles qui gardent des secrets. Des portails massifs en acier qui s'ouvraient lentement, révélant non pas des soldats avec des armes, mais des figures en blouse blanche, certaines avec des planches à pince, d'autres avec des outils qu'elles ne reconnaissaient pas. Les figures en blouse blanche furent un choc encore plus grand que l'installation elle-même. Il n'y avait pas la brutalité attendue des soldats, mais une froideur calculatrice dans leurs yeux, une indifférence qui était peut-être plus effrayante que la colère. Ils les examinaient comme s'ils étaient des spécimens, des objets d'étude, et non des êtres humains épuisés et terrorisés. Un silence sépulcral tomba sur les prisonnières, un silence qui, à son tour, n'était brisé que par le grincement métallique des portails se refermant derrière elles, les scellant dans un nouvel enfer. Marie sentit un frisson parcourir son échine. La carte déchirée, les murmures des gardes, les structures étranges dans le brouillard, tout prenait maintenant un sens macabre. Ce n'était pas une prison de guerre ordinaire.
C'était quelque chose de différent, de pire. Ses yeux balayèrent les visages des autres femmes. L'espérance d'Élodie s'était complètement brisée, remplacée par un regard de terreur paralysante. Elle s'agrippait à Marie, les ongles enfoncés dans son bras, comme si Marie pouvait être une ancre dans une mer d'incertitude. Colette, d'autre part, semblait plus choquée que cynique. Son expression, généralement dure, était marquée par un mélange d'incrédulité et d'une peur qu'elle permettait rarement de transparaître. « Où sommes-nous, Marie ?» murmura Élodie, la voix presque inaudible. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Marie n'avait pas de réponse. Elle serra la main de la jeune femme, essayant de transmettre une force qu'elle ne ressentait pas elle-même. Les hommes en blanc commencèrent à bouger, pointant les femmes avec leurs planches à pince, marmonnant dans leur langue étrangère. Il n'y avait ni gentillesse ni même l'agressivité directe des soldats. C'était une efficacité froide, déshumanisante. Elles furent divisées en groupes, poussées à l'intérieur du complexe. Les couloirs étaient longs et stériles, éclairés par une lumière froide et artificielle qui rendait les murs de béton encore plus opaques. L'odeur était différente aussi, pas l'odeur de terre et de sueur des camps, mais une odeur chimique, métallique, qui blessait les narines. À chaque porte qui s'ouvrait et se fermait, la sensation d'être emmené à l'abattoir ou vers quelque chose d'encore plus inhumain s'intensifiait. « C'est un laboratoire », murmura Colette, ses yeux fixés sur un flacon en verre que l'un des scientifiques portait. « Ou une usine pour nous faire quelque chose. » L'idée d'être transformé en matière première, en expérience, était plus terrifiante que la mort rapide qu'offraient de nombreux camps d'extermination. L'esprit humain, même dans son pire cauchemar, ne pouvait concevoir une telle dépravation. Marie fut séparée d'Élodie et de Colette. L'angoisse de se retrouver seule au milieu de cette terreur inconnue était presque insupportable. Elle fut conduite dans une salle où elle fut forcée de subir un examen minutieux. Ce n'était pas un examen médical de routine. Il mesurait chaque partie de son corps, prélevait des échantillons de sang et de cheveux, la scannait avec des machines bruyantes et étranges. Tout était fait avec une précision robotique, sans aucune explication, sans aucun regard de reconnaissance. Elle n'était qu'un numéro, un spécimen. Pendant qu'il l'examinait, Marie essayait de comprendre. Pourquoi elle? Pourquoi des prisonnières de guerre françaises? Qu'est-ce qui les rendait si précieuses pour ceux qui les avaient enlevées sous le voile du brouillard? Les questions tournaient dans son esprit sans réponse, augmentant la sensation d'impuissance et de désespoir. Elle se souvenait de la carte, des marquages étranges. Ce n'était pas une question de guerre, de territoire. C'était quelque chose de plus obscur, de plus scientifique peut-être. Les jours se transformèrent en une routine de terreur et d'incertitude. Les femmes étaient logées dans des dortoirs exigus, mais propres, un contraste bizarre avec la saleté et la désolation des baraquements d'où elles venaient. Elles recevaient de la nourriture, bien qu'insipide, et de l'eau, mais l'apparente humanité n'était qu'une façade pour la véritable nature du lieu. Elles étaient soumises à une série de tests. Ce n'étaient pas des tortures physiques au sens traditionnel, mais des examens psychologiques, des tests de résistance, de mémoire, d'aptitude physique. Certaines étaient emmenées dans des salles obscures où des lumières clignotaient selon des schémas étranges. D'autres, dans des chambres de pression ou de température extrême. Les scientifiques observaient chaque réaction, notaient chaque détail, comme s'ils cataloguaient chaque aspect de leur vie. Marie réussit à retrouver Colette et Élodie lors d'un des rares moments de récréation, une brève période dans la cour intérieure, entourée de hauts murs et sans ciel en vue. Les yeux d'Élodie étaient vides, l'espérance complètement éteinte. Elle parlait à peine, tremblait et se recroquevillait seulement. Colette, cependant, avait retrouvé son cynisme, maintenant teinté d'une fureur silencieuse. « Ils sont en train de nous étudier, Marie », chuchota Colette, la voix éraillée. « Ils cherchent quelque chose en nous. »« Mais quoi ?» demanda Marie, la voix étranglée. « Je ne sais pas. » Colette secoua la tête. « Mais ce n'est pas par bonté, ça je te le garantis. Personne ne nous sort de ce trou pour nous donner une vie meilleure, juste pour nous prendre comme cobayes. Nous ne sommes pas des rats de laboratoire, nous sommes des femmes. » La colère chez Colette était un feu froid, une détermination que Marie reconnut. C'était l'étincelle de la résistance, même minime. Un jour, l'une des prisonnières, une femme nommée Simone, s'évanouit pendant l'un des tests. Au lieu de recevoir de l'aide, les scientifiques se contentèrent de l'observer. Après quelques minutes,
2 gardes, ceux-là en uniformes militaires et armés, la traînèrent hors de la pièce. Personne ne la revit. L'incident terrorisa les autres, cimentant l'idée qu'elles étaient jetables, remplaçables. Ce fut pendant une de ces sessions que Marie eut un aperçu. Elle était dans une salle obscure avec des écouteurs qui reproduisaient des sons étranges et des flashs de lumière. Pendant un bref instant, alors que l'un des techniciens ajustait un équipement, elle vit un écran. Dessus, des images de plantes, de végétation, mais pas des plantes communes. C'étaient des espèces mutantes, aux couleurs vibrantes et aux formes bizarres. À côté, de complexes équations chimiques et biologiques. Son cœur s'emballa. Soudain, tout s'emboîta d'une manière horrible. La carte avec des marquages étranges, l'emplacement éloigné de l'installation, l'accent mis sur les tests de résistance et d'adaptation. Ils n'étaient pas intéressés par leurs esprits ou leur corps pour la torture ou le travail manuel ordinaire. Ils les utilisaient dans un but beaucoup plus ambitieux et terrible. Le brouillard n'avait pas seulement caché la destination. Il avait caché un secret qui pourrait changer le cours de la guerre, mais pas de la manière qu'elles imaginaient. L'installation n'était pas destinée à exterminer des personnes, mais à créer quelque chose. Et elles, les prisonnières, étaient une partie essentielle de ce processus. Des cobayes humaines pour un projet d'ingénierie biologique, peut-être pour créer des super-soldats, ou, pire, pour développer des armes biologiques capables de supporter les conditions les plus extrêmes. Le voile du brouillard avait masqué plus qu'une simple destination. Il avait dissimulé la face d'une ambition scientifique perverse, un secret qui, s'il était révélé, pourrait remodeler la guerre de manières inimaginables. L'installation n'était pas là pour mettre fin à des vies, mais pour les modeler, pour forger quelque chose de nouveau et de terrible. Les prisonnières, ces femmes épuisées et terrorisées, n'étaient pas seulement des captives, elles étaient, en réalité, la matière première essentielle pour un projet d'ingénierie biologique, des cobayes humaines destinées à créer des super-soldats ou, pire encore, à développer des armes biologiques capables de supporter les conditions les plus extrêmes. La vision des plantes mutantes et des équations complexes sur l'écran du technicien se fixa dans l'esprit de Marie comme un tatouage d'horreur. Ce n'était pas une prison, c'était un laboratoire à l'échelle industrielle, une pépinière d'expérience. Le choc de la révélation la frappa comme la foudre, mais au lieu de la paralyser, il alluma une flamme froide de compréhension et de fureur dans sa poitrine. Elle n'était plus une prisonnière attendant la mort ou la libération, elle était une pièce sur un échiquier beaucoup plus grand, un pion dans un jeu qui menaçait de défigurer l'humanité elle-même. La nouvelle équipe, composée non de soldats endurcis, mais de scientifiques en blouses impeccables et d'ingénieurs au regard distant, confirmait à chaque geste la véritable nature du lieu. Il les voyait comme de simples ressources, des données ambulantes, des banques de matériel génétique. La froideur avec laquelle ils prélevaient des échantillons, mesuraient les réactions et enregistraient chaque détail était plus déshumanisante que toute torture physique. Il n'y avait pas de haine dans leurs yeux, seulement une curiosité clinique qui les réduisait à des objets, à de simples spécimens. Marie, en retrouvant Colette et Élodie, ressentit l'impact du destin sur chacune d'elles. Élodie, auparavant un phare d'espérance naïve, était devenue un spectre d'elle-même. Ses yeux, autrefois pleins de larmes et de supplications, portèrent maintenant un vide qui était presque plus douloureux à voir. Elle parlait à peine, se recroquevillait seulement, son corps tremblant par spasmes silencieux, comme si son âme était en train de se désintégrer. L'espérance lui avait été arrachée, avec une brutalité que même la guerre, dans toute sa cruauté, n'avait pas réussi à atteindre auparavant. Colette, cependant, réagit d'une manière différente. Le cynisme qui la protégeait s'était transformé en une fureur silencieuse, un feu glacial qui brûlait dans ses yeux. « Ils sont en train de jouer à Dieu, Marie », chuchota-t-elle, la voix chargée de venin, « et nous sommes les jouets. Mais ils vont le regretter, ah oui, personne ne nous fait ça et s'en sort indemne, non, monsieur. » Sa détermination était palpable, un rocher de défi au milieu du désespoir. Pour Colette, la résignation avait fait place à un désir de résistance, aussi minime que fût la chance. La routine quotidienne devint une série interminable de tests invasifs et perturbateurs. Ce n'étaient pas les examens physiques d'avant, mais des procédures qui semblaient aller au-delà de la surface de la peau. Injection de substances inconnues, exposition à des gaz et à des températures extrêmes dans des chambres de verre, tests de réflexes et de cognition dans des conditions altérées. Les scientifiques observaient, prenaient des notes, comparaient. L'objectif était clair, comprendre comment le corps humain réagirait
Comment il pourrait être modifié, amélioré ou transformé en une arme? Le véritable but de leur marche, maintenant douloureusement clair, était bien plus pervers que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Elles ne seraient pas tuées pour l'abattage, ni asservies pour le travail manuel. Elles seraient utilisées, transformées, leurs corps et leurs esprits soumis à une ingénierie qui cherchait la perfection de la destruction ou de l'adaptation. Leur valeur pour leurs ravisseurs était leur propre biologie, leur capacité d'adaptation, leur essence en tant qu'êtres humains. L'impact de cette nouvelle réalité fut dévastateur. Certaines prisonnières, confrontées à l'impensable, s'effondrèrent simplement. Leurs cris de désespoir résonnaient dans les couloirs stériles, se mêlant au son métallique des machines et au murmure froid des scientifiques. D'autres, comme Élodie, tombèrent dans un état de catatonie, leurs yeux fixés sur le vide, leurs esprits refusant apparemment de traiter l'horreur. Mais au milieu de ce chaos de désespoir, bouillonnait aussi une fureur silencieuse. Une fureur qui se manifestait par des regards de défi, des chuchotements de révolte, de petits actes d'insubordination qui étaient rapidement réprimés, mais qui laissaient une marque. L'espérance d'une simple libération, d'un retour à la normale, était morte. À sa place naquit une froide détermination de survivre à tout prix, de résister, de ne pas se laisser briser. C'était un combat pour la dignité, pour l'âme même, dans un lieu qui tentait de tout leur voler. Marie ressentait ce changement. Elle voyait dans les yeux des femmes, même les plus brisées, un éclair de quelque chose de nouveau. Ce n'était pas l'espérance naïve d'Élodie, ni le cynisme défensif de Colette. C'était quelque chose de plus profond, de plus primal, la volonté inébranlable d'exister, de ne pas être seulement un numéro, une expérience. Elle savait que la lutte était maintenant différente. Il ne s'agissait plus de s'échapper d'un camp de prisonniers, mais de survivre à une abomination scientifique, de trouver un moyen de lutter contre un ennemi qui voyait leur corps comme de simples réceptacles. Le destin qui les attendait était pire que la mort, mais paradoxalement, il allumait une nouvelle forme de vie, celle de la résistance. La résistance n'était pas un cri de guerre, mais un chuchotement obstiné qui résonnait dans les couloirs stériles de cette abomination scientifique. Les femmes, autrefois de simples numéros dans un camp de prisonniers, étaient maintenant la cible d'une curiosité perverse, des cobayes dans un laboratoire qui promettait de redéfinir l'existence humaine elle-même. La perception de l'enjeu, de l'avenir que ces hommes en blouse blanche prévoyaient pour elles, était un poison lent qui pénétrait les os, mais aussi un catalyseur pour une nouvelle forme de lutte. Beaucoup s'effondrèrent, oui. L'impact du destin, la compréhension qu'il n'y avait pas de mort rapide ni de fin prévisible, mais une transformation graduelle et inhumaine, brisa l'esprit de certaines. Leurs cris, autrefois de terreur, étaient maintenant d'une douleur existentielle, le lamento d'âmes en lambeaux. Elles se jetaient contre les murs de béton, frappaient des poings dans un désespoir silencieux, ou se recroquevillaient simplement dans un coin, les yeux vides, attendant la prochaine procédure, la prochaine injection, la prochaine violation de leur humanité. C'était comme regarder une bougie s'éteindre lentement, la flamme de la vie diminuant jusqu'à devenir de la fumée. Élodie était l'une d'elles. La jeune femme qui s'accrochait autrefois à la moindre lueur d'espérance semblait maintenant s'être déconnectée du monde. Ses yeux, que Marie s'était tant efforcée de maintenir vivants, avaient perdu leur éclat. Elle parlait à peine, existait seulement, un corps présent, mais un esprit absent perdu dans un recoin sombre de sa propre conscience pour échapper à cet enfer. Marie l'observait, le cœur serré, essayant de lui prendre la main, mais Élodie était au-delà du toucher, au-delà des mots. L'ingénuité avait été écrasée, et ce qui restait était un écho de douleur. Mais chez d'autres, la fureur silencieuse de Colette commença à se répandre, comme un incendie sous les cendres. Cette femme, qui s'attendait toujours au pire, qui voyait la cruauté comme une constante, trouvait maintenant un nouveau but dans son indignation. « Ils veulent nous briser ?» grogna-t-elle à Marie dans un chuchotement rauque, lors d'un rare moment d'intimité dans la cour. « Ah, mais ils ne le feront pas. Pas tant qu'il me reste un souffle. Je préfère mourir en luttant que de devenir une aberration pour ces docteurs fous. » Colette commença à observer les schémas des gardes, les horaires des scientifiques, les angles morts des caméras, comme si elle cartographiait un champ de bataille. Son cynisme ne l'avait pas abandonné, mais il était maintenant un outil affûté, utilisé pour analyser et chercher des failles, non pour accepter passivement le destin. Elle refusait d'être une victime passive.
Son nouveau but était celui d'une stratège, d'une rebelle potentielle, même si la rébellion n'était qu'un regard de mépris envers l'un des scientifiques. Marie, la leader naturelle, sentait le poids d'elle toute. Elle voyait le désespoir chez Élodie, la fureur chez Colette et l'épuisement en elle-même. Mais la révélation du véritable objectif de l'installation avait allumé en elle une détermination encore plus profonde. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais de protéger, de résister à la déshumanisation. Elle ne pouvait pas permettre à Élodie de se perdre complètement, ni à la flamme de Colette de s'éteindre dans une explosion inutile. Elle devait être la boussole, l'encre, l'esprit qui reliait les points. Le choix était clair pour Marie. Lutter, non avec des armes, mais avec intelligence, avec la force de l'union, avec l'essence même de leur humanité. Elle commença à parler avec d'autres femmes, chuchotant des mots d'encouragement, partageant des observations, plantant les graines d'une résistance silencieuse. « Ils nous voient comme des objets, disait-elle, mais nous sommes plus que ça. Nous sommes des mères, des sœurs, des filles. Nous sommes françaises, et nous ne nous laisserons pas effacer. » Elle cherchait des signes d'autres qui partageaient la même flamme, de celles qui, comme Colette, avaient une étincelle de fureur, ou comme Élodie, pourraient trouver une force inattendue si elle recevait le bon soutien. Élodie, quant à elle, commença à réagir à de petites touches, à des chuchotements doux de Marie. L'innocence, bien que blessée, n'était pas complètement morte. Lors d'un des jours les plus sombres, lorsqu'un scientifique tenta de prélever un nouvel échantillon de sang, Élodie, qui ne faisait que se recroqueviller auparavant, eut un spasme de colère. Elle retira son bras avec une force surprenante, faisant tomber le flacon en verre au sol. Le bruit du verre brisé résonna dans la salle stérile, et le regard de choc du scientifique fut un petit, mais significatif, aperçu de victoire pour Marie. Élodie, la fille naïve, avait trouvé une force qu'elle ne savait même pas posséder. C'était une étincelle, certes, mais une étincelle qui pourrait raviver la flamme. Colette, en voyant la réaction d'Élodie, eut un sourire en coin. « Tu vois, Marie, nous ne sommes pas encore mortes. Ils le pensent, mais nous sommes plus coriaces qu'ils ne l'imaginent. » Elle commença à s'infiltrer dans les conversations des gardes, qui devenaient parfois plus négligents. Son ouïe aiguisée captait des mots-clés, des noms d'autres projets, des mentions d'une phase 2 qui semblait encore plus terrifiante. Elle partageait ces informations avec Marie, tissant un réseau de renseignements rudimentaires, mais vital. Le cynisme de Colette s'était transformé en un outil de survie, un bouclier et une épée à la fois. Marie savait que le défi était monumental. L'ennemi n'était pas seulement l'armée, mais une idéologie scientifique inhumaine, une machine d'ingénierie biologique qui voyait la vie comme matière première. Protéger ses compagnes signifiait plus que garantir leur intégrité physique. Cela signifiait sauvegarder leur âme, leur identité, leur humanité même. Chaque jour, chaque test, chaque regard froid des scientifiques, elle se souvenait de la carte déchirée, des plantes mutantes, de la vision d'un monde transformé par des expériences perverses. L'installation, avec ses couloirs froids et ses lumières artificielles, semblait se refermer encore plus sur elle. Le brouillard, bien que dissipé à l'extérieur, était toujours une présence symbolique, un voile qui recouvrait la vérité du monde et l'horreur de ce lieu. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. La lutte pour la survie avait pris une nouvelle dimension. Il ne s'agissait plus seulement de s'échapper. Il s'agissait de résister à la définition même de l'être humain. Et dans ce lieu d'ombres et d'expériences, où la mort semblait une bénédiction et la vie une malédiction, la résistance était la seule espérance. Marie regarda Élodie, qui tenait maintenant sa main plus fermement, et Colette qui observait les environs avec une intensité calculatrice. Elles étaient brisées, oui, mais pas détruites. Il y avait une promesse silencieuse entre elles, un serment non dit que, quoi qu'il arrive, elles ne se rendraient pas. La promesse, bien que muette, était l'épine dorsale de leur nouvelle existence. La lutte n'était plus pour la liberté de la captivité, mais pour l'intégrité de leurs propres âmes. Face à la perversité que les scientifiques représentaient, la mort semblait parfois un soulagement, une échappatoire bienvenue. Mais la vraie bataille était contre l'anéantissement de leur humanité. Marie, l'esprit toujours un pas en avant, savait que chaque jour était un choix. Succomber au désespoir qui engloutissait Élodie ou alimenter la fureur qui maintenait Colette debout. Son rôle maintenant était de tisser ces deux extrémités, la fragilité et la force, dans une tapisserie de résistance. Élodie, bien que toujours dans son cocon de douleur, montrait des éclairs d'une détermination retrouvée, comme cette fois
où elle a fait tomber le flacon. Ce n'était pas une force brute, mais un refus instinctif d'être manipulée, une étincelle de dignité qui s'allumait aux moments les plus inattendus. L'innocence, autrefois sa plus grande faiblesse, se transformait maintenant en une obstination résiliente, une barrière contre la déshumanisation. Colette, quant à elle, transforma son cynisme en une arme. Chaque observation, chaque fragment de conversation intercepté des gardes, qui parfois devenaient négligents dans leur supposée invulnérabilité, était une pièce du puzzle. Elle cartographiait les routines, les points faibles, les secrets chuchotés sur la phase 2 et les tests sur le terrain. Son esprit, aiguisé par l'expérience et l'amertume, était une archive vivante d'informations qui pourrait un jour être la clé de quelque chose de plus grand. Son but n'était pas seulement de survivre, mais de démasquer, d'exposer l'abomination qui se cachait sous le manteau de la science. Marie, entre elles, était le lien, la stratège. Elle voyait l'horreur dans les yeux d'Élodie et la flamme dans ceux de Colette. Son choix était le plus difficile. Maintenir l'espérance vivante sans alimenter d'illusions et canaliser la colère sans permettre qu'elle les consume. Elle comprenait que l'ennemi n'était pas seulement l'armée qui les avait capturés, mais l'idéologie même qui les voyait comme des expériences. La lutte pour la survie, dans ce complexe de béton et de métal, prenait une dimension existentielle. C'était une lutte pour ne pas devenir ce que leurs ravisseurs voulaient qu'elles deviennent. Le temps à l'intérieur était une prison en soi, mesurée non par des jours et des nuits, mais par des cycles de tests et d'attente. À chaque injection, à chaque examen, à chaque moment où elles étaient traitées comme de simples données, le message était renforcé. La fin qui les attendait était bien pire que la mort. Ce n'était pas la fin de la vie qui les terrorisait, mais la fin de l'identité, la dissolution de ce qu'elles étaient en quelque chose d'incompréhensible et d'inhumain. Et, tandis que les portails d'acier se refermaient sur elles à nouveau, non plus enveloppés par le brouillard physique, mais par un brouillard de secrets et d'expériences, le monde extérieur restait indifférent. Le brouillard symbolique de l'ignorance se refermait sur l'installation, scellant le destin de ces femmes. À l'intérieur, cependant, au milieu du désespoir et de l'horreur, naquit un serment silencieux, un regard de défi, non pas pour le passé, mais pour l'avenir incertain. Marie, Élodie et Colette, chacune à sa manière, avaient fait leur choix. L'histoire de ces prisonnières françaises, entraînées par le brouillard vers un destin inimaginable, est un sombre rappel de la profondeur de la cruauté humaine, mais aussi de la résilience inébranlable de l'esprit. Elles ne connaissaient pas la fin qui les attendait, mais en la découvrant, elles décidèrent que ce ne serait pas leur fin. La bataille pour la survie ne faisait que commencer, et la vraie guerre, la guerre pour l'âme, était loin d'être terminée. Si cette histoire de courage et de résistance vous a touché, laissez votre j'aime, like, pour que plus de gens la connaissent. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Que feriez-vous si vous étiez à leur place? Et pour ne pas manquer les prochaines narrations qui défient l'entendement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. La vérité est souvent plus effrayante que la fiction, et la lutte pour l'humanité un voyage sans fin.